Bonsoir. J'aurais voulu pour la journée d'aujourd'hui partager l'allégresse de nos compatriotes dans tout le Maghreb, fêter avec eux le nouvel an berbère, Yennayer. Parce que plus que la fête en soi, c'est notre joie et notre fierté à tous, y compris les populations qui ne se disent pas un mazir. Oui, quelle belle revanche sur l'oppression que de vibrer tous ensemble à cette réparation, faite à une si vieille injustice, à ce déni de la mémoire et des racines profondes qui sont les nôtres, à notre matrice culturelle. Marhaba à toutes les fêtes, parce qu'elles sont synonymes de joie et de partage. À plus forte raison, quand elles réparent de si vieilles injustices, comme je viens de le dire. Et il se trouve que, plus qu'aujourd'hui, Yennayer est une heureuse retrouvaille entre nous tous, dans notre diversité et dans nos ancrages respectifs, avec un passé que certains esprits chagrins pensaient avoir définitivement enterré. Asgas, Amgaz, Rabbi ya'tikum al-khair ou l'hana. Mais il y a une autre date, une autre date autrement plus tragique, malheureusement, que nous ne pouvons pas occulter parce que ce serait faire acte de déni. Ensevelir sous les cendres de l'oubli les souffrances de tout un peuple en même temps que jeter le voile sur le monstrueux crime commis par une junte qui n'a pas hésité à semer la mort et la dévastation, juste pour garder le pouvoir. Vous l'aurez compris, c'est de la commémoration du coup d'État du 11 janvier 1992 qu'il est question. Un coup d'État qui allait violer la volonté du peuple dans les seules élections relativement honnêtes de l'histoire des élections dans notre pays. Mais en parler, ce n'est pas seulement pour rappeler ce douloureux événement à la mémoire des Algériens. À plus forte raison qu'une grande partie des Algériens qui sont jeunes aujourd'hui n'ont pas connu ces tragiques événements. Mais c'est aussi pour rappeler que rien n'a vraiment changé dans la conformation et la nature profonde de ce régime qui continue à tenir l'Algérie entre ses serres. Une junte qui ne parvient même pas à se renouveler et qui pousse l'outrecuidance jusqu'à ramener sur le devant de la scène politique avec des honneurs, et quels honneurs! Des honneurs extravagants d'anciens généraux génocidaires, un peu comme pour nous signifier que rien n'a changé dans la maison de l'ogre. 11 janvier 1992 est une date que nous ne pourrons jamais oublier, que nous ne pouvons pas ne pas commémorer, que nous ne pouvons pas ne pas rappeler, parce qu'il faut dire une chose essentielle. Réparation n'a pas été faite non seulement à toutes les victimes innombrables qui se comptent par centaines de milliers, voire même par millions pour tous ceux qui ont été déracinés, mais aussi réparation n'a pas été faite à tout le peuple algérien qui a été fourvoyé dans un coup d'État et appelé à faire le choix entre des génocidaires et les autres qu'on appelait les terroristes. فرش من رايح بينا وين يدوب الفاس ما تحب الناس حامي بعز الراقين كنت تشبد روحك ماشي خير تشوفيني غابة الطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير Algérie, 11 janvier 92, une injustice qui attend réparation.
C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler avec moi ici sur le plateau, Mohamed Ben Aissa, militant politique. Mohamed Ben Aissa, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal. Merci. Au téléphone, nous aurons, ou en Skype, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, et Nourdine Aoussat, écrivain et conférencier. Alors, avant de demander à Mohamed Ben Aissa, avant de lui poser une question particulière, nous allons voir d'abord j'allais dire, ce communiqué des sauveurs de la République relayé par une journaliste de l'ENTV. Écoutons-la. وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. لذلك المجلس الأعلى للأمن المجتمع اليوم في الجزائر العاصمة بمقر الحكومة يقرر بالإجماع. أولا يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري. ثانيا يقرر التكفل مؤقتا بكل مسألة من شأنها أن تخل بالنظام العام وأمن الدولة. ثالثا يعلن أنه في دورة دائمة ويجتمع دون انقطاع للوفاء بالتزاماته إلى غاية إيجاد حل من طرف الهيئات الدستورية المشعرة بشعور رئاسة الجمهورية. Mohamed Ben Aissa, en un mot d'abord, est-ce que nous pouvons continuer à utiliser ce terme un peu empoulé, interruption du processus électoral, ou s'agit-il en l'occurrence d'un coup d'État d'une junte militaire contre les résultats des élections? Répondre à ta question, j'aimerais aussi à mon tour souhaiter un asgez amgez, bonne année à tout notre peuple algérien, qu'il soit berbarophone, arabophone, qu'il soit au sud ou au nord. Cette année, on est en train de fêter Yanaïr avec un goût atypique, un goût vraiment nouveau, un goût de réconciliation entre le peuple. Et ce que je suis en train de voir partout en Algérie, tout le monde fête Yanaïr. Et c'est une bonne chose pour l'Algérie, pour ce peuple-là qui est debout. Malgré tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on va en parler par rapport à cette tragédie qui a commencé en janvier 92. Donc, en fait, la magouille, ou même le mensonge politique a commencé à travers cette annonce à la télé nationale. On a inventé un terme qui n'existe pas, qui n'existe nullement dans la littérature politique. On n'interrompt pas un processus électoral. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, ils ont essayé un petit peu de maquiller, d'emballer leur coup d'État, mais ça n'a aucun sens juridique ni même conceptuel. Sémantique, qu'est-ce que ça veut dire interrompre un processus électoral? Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire quoi? On arrête des élections. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de dire interruption du processus électoral. Oui, justement, on va en parler peut-être tout à l'heure dans les détails, parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça. Quand on utilise ce mot-là, ou ce terme-là, on ajoute juste après un adjectif idéologique. On a arrêté ce processus parce que le FIS, les islamistes, allaient gouverner. Donc, allaient remettre en cause... Aller remettre majoritaire dans le pouvoir législatif. Oui, pour eux, c'est ça, remettre en cause la démocratie en Algérie, les valeurs républicaines, nous amener dans une autre ère, nous transformer en Afghanistan. Donc, quand on utilise souvent ce mot-là, ou ce terme-là, on rajoute tout le temps ce concept. Et maintenant, ceux qui utilisent le concept fabriqué en fait dans les chambres noires de la sécurité militaire, de la DRS à cette époque-là, ceux qui utilisent ce terme-là aujourd'hui sont souvent les opposants farouches à ce qu'on appelle couleur politique ou cette orientation politique qui sont les conservateurs, les islamistes ou tout, peu importe. Après moi, je leur poserai la question, imaginons à cette époque-là, le FFS avait gagné les élections. Est-ce que vous pensez que les généraux allaient laisser le FFS prendre les règnes de l'État algérien? Non plus. Je crois qu'ils n'auraient pas laissé non plus. Non plus. Donc, les militaires, tout le monde le sait, à cette époque-là, ont décidé d'interrompre ce qu'on appelle, nous, le processus démocratique. Ce n'est pas électoral et c'est un coup d'État
parce qu'en fait, ils voulaient rester au pouvoir. Et le coup d'État a commencé, si on revient un petit peu en arrière, il a commencé, donc on n'était même pas dans un État démocratique, loin de là. Le coup d'État a commencé à l'aube de l'indépendance, avec le coup d'État de l'armée des frontières, l'assassinat des figures politiques du FLN. Donc 30 ans après, hein, si on prend 62 jusqu'au 92, ça fait 30 ans. 30 ans après, là, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, ça fait 100 ans qu'on a perdu, 60 ans qu'on a perdu pour l'Algérie. Et on regarde actuellement, avec un petit peu de recul, en parlant tout à l'heure dans l'offre Maïtoa, sur les jeunes qui n'ont pas connu les années 90, qu'est-ce qu'ils retiennent de ça? Il y a des enfants, il y a des Algériens qui sont nés dans les années 90, mais pour eux, l'Algérie n'a pas avancé un iota. L'Algérie, elle est de pire en pire. L'Algérie, elle est au bord de la faillite sur tous les plans, hein, intellectuels, économiques, social. On va bientôt aller demander à la famille. On n'a pas une armée, on est encerclé un petit peu partout. Notre armée, elle est impliquée dans la politique. Bah, on suit un petit peu ce qui se passe dans le Sahara occidental, le Mali, la Libye. L'Algérie a perdu sur tous les plans. Donc le coup d'État a commencé depuis la veille de l'indépendance. Il s'est accentué. Ici, quand si on revient un petit peu en arrière, on relit ce qui s'est passé dans les années 90 avec la veille de l'indépendance, on va parler des DAF, on va parler de tous ces militaires déserteurs de l'armée française. Parce que ceux qui ont opéré en 92, c'est qui? Majoritairement, c'était eux. C'est eux. C'est ce qu'on appelle, il appelle le cerveau Mourtouati, Mohamed Touati, qui est un DAF, qui est déserteur. Ammari, qui est un déserteur. Belkhir, qui est un déserteur. Nazzar, qui est un déserteur. Et aussi 30 ans après, en fait, cette année, l'anniversaire de cette date tragique, de ce coup d'État, tombe aussi dans une période un petit peu spécifique, qui est le Hirak. Oui. Et le Hirak qui, encore, signification, c'est l'antithèse en fait du coup d'État. C'est un peuple qui veut reprendre son destin en main. C'est un peuple qui ne veut pas, comme ils disent nos frères amazigh, un torozo, un konno. C'est-à-dire c'est un peuple qui dit on ne s'incline pas et on ne se casse pas. C'est un peuple qui a montré jusqu'à maintenant, qui a pu déjouer toutes ces magouilles institutionnelles, toutes ces manœuvres criminelles, parce qu'on ne parle pas de politique, on parle d'une bande criminelle, en fait. Mais justement, juste après le coup d'État, les gens qui avaient perpétré un coup d'État ont développé une méthode de communication réellement manichéenne, j'allais dire. Ils ont creusé un fossé entre les Algériens, qu'ils ont creusé de plus en plus après avec le terrorisme pédagogique, et où on nous présentait la situation comme étant celle des sauveurs de la République, d'un côté, ceux qui ont perpétré le coup d'État, et de l'autre, des terroristes, des tangos. C'est-à-dire quiconque n'adhérait pas à ces thèses étaient des terroristes, des tangos, comme ils disent eux. Or, aujourd'hui, avec le recul du temps, la plupart de ces généraux, ceux qui sont encore vivants du moins, ont démontré qu'ils n'étaient pas des sauveurs de la République, mais des flibustiers, puisqu'ils sont tous devenus milliardaires. Et certains parmi eux, milliardaires en dollars, à un moment où l'Algérie risque de plonger dans la misère. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur eux? Parce que le temps ne pardonne pas, le temps finit toujours par dévoiler les choses. Aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, nous avons affaire à ces génocidaires qui se sont servis de la main droite dans les poches du pays pendant qu'ils tuaient de la main gauche, ou inversement. C'est pour ça tout à l'heure, je posais l'hypothèse, si le FFS ou une autre force politique avait gagné ces élections, est-ce que les militaires allaient les laisser? La réponse est non. Donc on le sait très bien que les islamistes, c'était juste le bouc émissaire qu'ils avaient besoin en fait. Pour faire ce que tu viens de dire, cette méthode machiavélique, ils avaient besoin nécessairement d'un ennemi de l'intérieur. Il faut le créer, cet ennemi. Il faut le trouver. Et le fils, à cette époque-là, il faut le dire aussi, tout le monde maintenant avec le recul, était immature. Le fils n'avait pas encore la maturité politique pour rentrer. Et on le sait très bien maintenant. Moi, je suis jeune à cette époque-là, mais on a lu, c'est une date importante dans notre histoire. On vit les séquelles jusqu'à maintenant. On a été chercher de toutes les sources. Le fils, à cette époque-là, sortait des mosquées, sortait d'une référence autre que la politique.
était dans le sacré, était dans une autre dimension. Le fils faisait du social et n'était pas censé... les cadres du fils n'ont jamais été socialisés, à part quelques-uns rares qui ont été socialisés dans des familles politiques, dans des écoles politiques qui existaient. Entre parenthèses, le FLN, ce n'était pas une école politique. À part le FFS, à cette époque-là, il n'y avait pas une famille politique qui tenait la route. Abbas Madani, c'est un politicien de la première heure. De la première heure, oui. C'est un maquisard en 54. Hein, oui, mais le FLN n'était plus après une famille politique où on formait. FLN, après le coup d'État de Boumediene, il n'y avait pas de parti, il n'y avait plus de cadre dans le FLN. C'était une annexe des militaires. Le FLN ne décidait en rien. La preuve, voilà, ce qu'ils ont fait à Cha'bani ou à d'autres, on va dire, ou Yahya, Aït Ahmed et d'autres cadres du FLN, ils ont tous été obligés à quitter ou même à aller en exil, en parlant de Boudiaf, en parlant d'autres cadres. Donc le FLN n'était pas une famille politique. Donc le fils à cette époque-là était vraiment le talon d'Achille en fait de notre démocratie à cette époque-là. On n'avait pas encore une vraie démocratie. Il s'est précipité dans sa démarche politique. Il a payé le prix fort et l'Algérie a payé le prix fort parce qu'en face il y avait des gens qui ont bien préparé leur coup. Après on peut parler en fait des gens qui sont à l'extérieur de l'Algérie. La France avait un rôle important, on le dit, on est en France et on le dit clairement, la France n'acceptait pas à cette époque-là d'avoir un gouvernement en Algérie ou un parlement issu de cette lecture politique qui est un petit peu religieuse. Pourquoi? Pour la simple raison, pourquoi? Parce qu'elle sait que ça peut engendrer des conflits en Algérie et du coup des Algériens peuvent fuir l'Algérie. Vous savez, il y avait des documents qui ont été déclassés récemment, en 2018, de l'ancien ambassadeur anglais, qui disait que la France, à cette époque-là, en 92, avait même préparé tout un plan pour accueillir les Algériens. Il parlait d'un chiffre à cette époque-là, en 90, il disait que 500 000 au minimum d'Algériens allaient fuir l'Algérie vers le sud de la France. Donc la France n'acceptait pas ça. Et sur l'échiquier politique, des étrangers qui arrivent allaient... Et on sait que Mitterrand avait exprimé clairement son vœu de voir s'interrompre ce processus. C'était clair. Il y a des témoignages, hein, oui, des gens qui... oui, c'était clair. Et en plus de ça, il y avait une dimension aussi parfois qu'on ne le dit pas, qui concerne vraiment ici la société française. La France avait peur que l'État algérien s'islamise, en fait, rentre dans une dimension islamique. Pourquoi? Parce que l'Algérie et la France, on est à 2 heures de vol d'oiseau. Elle a peur que ce qui se passe en Algérie influencera directement les banlieues françaises. La France sait très bien que la diaspora algérienne, quand elle est très nombreuse en banlieue française et un petit peu partout. Donc un gouvernement islamique en Algérie va certainement avoir écho en banlieue française et la France n'était pas prête, elle n'est jamais prête à ce genre en fait, de changement. Et du coup, tout a été fait. On sait très bien, Nazar a été chercher même en Arabie Saoudite une fatwa pour avoir un feu vert en France. Et on lui avait dit en Arabie Saoudite, Al-Asa liman asa. Donc, soi-disant, les wahhabites qui incarnent, soi-disant, l'islam, ont donné un feu vert pour tuer, pour aller assassiner des milliers d'Algériens. Mais après, on sait, l'Arabie Saoudite, ce qu'elle a fait en 92 en Algérie, elle l'a fait juste après 30 ans, 20 ans, en Égypte. Elle a tout fait pour financer un coup d'État en Égypte. Absolument. Elle veut avoir le monopole du leadership de l'islam dans le monde, alors que tout le monde sait qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Alors, avant de recevoir nos autres invités, Badr Dinguerfa et Nordin Aoussat, nous allons écouter la réaction de Hussein Aït Ahmed Rabbi Rahmo à ce coup d'État. Écoutons-le. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le dis pour les téléspectateurs français qui vous connaissent, vous êtes le numéro 1 du Front des Forces Socialistes, l'une des personnalités politiques les plus importantes du pays. Alors monsieur Aït Ahmed, est-ce que vous avez pris connaissance du communiqué du fils que j'ai donné aux téléspectateurs français? Je n'ai pas entendu. Alors je vous lis le communiqué du fils. Il appelle le peuple algérien à se préparer à toutes les éventualités pour sauver le pays de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve. Comment interprétez-vous cet appel? Ben écoutez, l'un des soucis qui nous a préoccupés lorsque nous avons appris le coup d'État, c'est comment va réagir la rue, comment vont réagir les quartiers populaires, comment va réagir le fils. Notre souhait, c'est qu'il
respectent la paix civile et qu'ils ne prennent aucune décision suicidaire et aventureuse. Badreddine Guerfa, cadre du FIS, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamaldine. Tahiyaka à vos invités, à tous les téléspectateurs. Et bonne année à tous les habitants de l'Afrique du Nord à l'occasion de 1er Yannayer. Voilà. Merci. Alors, Badreddine Guerfa, que vous inspire cette journée, que vous rappelle-t-elle? Mais j'aimerais que vous commenciez à nous parler d'un sujet en particulier qui se trouve au cœur de cette tragédie et qui est celui des internés des camps du Sud. Moi, je dis les internés des camps de concentration du Sud. Badreddine Guerfa. والله يا سي جمال الدين permettez-moi بالك نهضر شويه اليوم en arabe, en algérien باش il y a des millions de jeunes, des millions de femmes qui nous écoutent ماذا بينا يفهمونا شويه و c'est leur droit علينا باش on transmet notre expérience وين فيها il y a eu beaucoup de malheurs يفهموا واش صرا. قبل ما نتكلم كان سمعت سي جمال الدين على لي كونت كونستاتاسيون كي était un résultat كانت نتيجه لاشياء. حبيت نكمل واش قالوا ضيفك الكريم الذي احييه ان لو كو ديتا دو 11 janvier 92 انا ça me rappelle Trotsky a inventé la révolution. Demain, ils ont inventé le coup d'état permanent. Nous sommes en perpétuel coup d'état يعني الانقلاب دائم منذ الثوره الى اليوم ولا يزالون على هذا المنوال تاع الكو ديتا على إرادة الشعب. Donc 92 أنا je pense que ce n'était pas un coup d'état contre le FIS. Et le FIS n'était pas un parti religieux, j'entends ça et là. Le FIS était un parti populaire. C'est vrai, il y avait les référentaires ont été islamiques, يعني المرجعية ديالو إسلامية, c'était clair et net, c'était noir sur blanc écrit في les statutaires ou في le règlement intérieur ديالو. Même son sigle, Front Islamique oui, du Salut. Ouais, Front Islamique du Salut, oui, Front Islamique du Salut, mais c'est pas un parti religieux. Un parti religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens en islam. C'est un parti civil. فيه beaucoup يعني de toutes les catégories sociales. فيه اللي يصليوا فيه اللي ما يصليوش, فيه نساء فيه رجال, فيه les gens qui عندهم toutes les spécialités, تاع القانون, تاع الجيني سيفيل, تاع الترافو بوبليك, تاع لي لانغ, تاع الشريعه الاسلاميه, تاع كل شيء. C'est un parti civil tout à fait bon. Je serai d'accord avec notre invité. L'interruption du processus électoral أنا كذلك نقول ما عندها حتى معنى. هذه c'est une suite logique تاع les coups d'état permanents. Vous avez cité le FFS. Je pense que واليوم الشباب اليوم عاد يفهم مليح بعد ما صرا الانقلاب العسكري على إرادة الشعب على الحراك الجزائري الثوري السلمي. هذا اليوم c'est un remake تاع صرا في 92. يافي لا فولونتي بوبولير في 91 سي تكسبريمي باش باللي بصناديق الانتخابات سواء في البلديات في الولايات وفي البرلمانات. واليوم elle s'est exprimée par l'occupation تاع لي اسباس بوبليك في الثوره هذه الجميله تاع 2019. Donc c'était un coup d'état contre إرادة الشعب. الحكايه كامله c'est ce que disait حسين أيت أحمد. Il y a des témoignages رحمه الله. كان يقول il y avait un de ses compagnons اللي قال له comment monsieur حسين أيت أحمد كيفاش انت ضد l'arrêt du processus électoral كما يقولوا لك هو c'est un l'arrêt du processus démocratique. يعني في الحقيقه قال له écoutez, هذا يتكلم مع صاحبه سي حسين أيت أحمد, قال له c'est pour la première fois depuis 62 وين الجزائريين يقررون مصيرهم بأيديهم. فإن كان الفيس ان بارتي ناجح وخدم بور لي زالجيريان كما خدمش بور لا بروميير فوا الشعب الجزائري, راهو في يده مصير وما بقاش العسكر, ما بقاش لي ديسيدور تاع لي بواط نوار
بقى الشعب دونك الشعب يشوازيرا سكيل فودرا يشوازي الشعب هو اللي يختار نظامه السياسي والشعب اللي يختار. مي بدر دينغرفا monsieur Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, Rabbi Rahmou, il faut reconnaître quand même, lui qui disait ni État policier ni République islamique, il a été jusqu'au bout de ses logiques démocratiques pour dire nous respecterons la volonté du peuple. Avec تصحيح شويه ما قالش ني ريبوبليك اسلاميك قال ني ايتا بوليسي ني ايتا انتيغريست هذا واش قال Intégriste, exactement. Merci pour la correction. une sacrée différence يعني كاين فرق كبير Oui, en effet. ايوا جي بلو لوان سي سون دروا لو بلو ليجيتيم باش تقول حتى نو على ريبوبليك اسلاميك نو على اسلاميك كيما حنا سي نوتر دروا لو بلو ناتوريل باش نقولوا نو على ليطا لايك ولا نقولوا نو على ليطا بولشيفيك ولا هذه هي الحريه الفكر. Alors avant de, parce que nous allons revenir, Nordin Oussat, nous aurons tout le temps, mais sur les internés, sur les camps de concentration du Sud. Les internés qui m'ont disparu, هذوما المنسيين c'est les premières victimes enfin disons les deuxièmes victimes parce que كثير من الشباب اليوم ما يعرفش يحسب يظنوا on lui a fait avaler cette couleur بداو السلاح بدا مباشرة بعد l'arrêt du processus démocratique alors que c'était non. كنا نشوفوا فيديو تاع حسين عيد احمد اللي يقول بعد ما قرا لو كومونيكي دي فيش كان يتمنى بان لو فيش يبقى في لابي سيفيل اي سي سكي يو لي. Est-ce que nous avons perdu Badr Dinguerfa? Nordin Oussat est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nordin Oussat. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine. Merci beaucoup. Alors, d'abord, votre sentiment sur l'anniversaire de cette date tragique? Bien entendu, chaque 11 janvier de l'année qui vient après l'année 92, c'est une date noire, je dirais, c'est une date triste. Triste pour quelle raison? Parce qu'elle a mis l'Algérie dans un tunnel, le tunnel qui n'a cessé de s'assombrir jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais jusqu'au 22 février 2019, où une lueur d'espoir qui est toujours de rigueur, qui est toujours de mise est là. Donc la date du 12 janvier, plutôt 11 janvier 92, c'est un coup d'État contre le peuple. 20 ans après, quand on dit Tenhaouga, qui est le slogan, je dirais, essentiel, fondamental du Hirak, et quand on dit que Doula Madaniya Machi Askaria, c'était bien ce qui allait se produire en 92 pour la première fois, un mouvement national. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas le moment d'en parler, de ces lacunes structurelles, idéologiques, politiques, etc., du Front islamique du salut. Mais sinon, si on regarde juste les lettres, c'est un front et c'est pas un parti politique, il est d'inspiration islamique, mais il visait déjà, il voyait déjà, je dis bien, il voyait déjà le salut comme la solution. Ce n'était pas une option politique ou autre, c'était parce qu'il voyait le pays partir dans la dérive, partir dans, je dirais, le chaos dans lequel ils se retrouvaient par la suite. Et ils pensaient, ils espéraient, je dirais, ils aspiraient à sauver le pays de cela. Donc c'est une date triste. Ce qui est davantage triste, c'est que apparemment, pour certains, ils n'ont même pas encore tiré les bonnes leçons. Et pourtant, je dis bien pourtant, après 92, il y a eu des écrits. Je montrerai quelques-uns, pas pour faire de la publicité parce qu'ils ne sont plus sur le marché. C'est des livres qui sont apparus il y a quelques années, mais pour dire qu'il y a eu des travaux faits par des Algériens, militaires, civils ou autres, sur l'analyse du système et surtout qui ont mis, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est Jamal Eddin, qui ont mis en lumière ce désir
de s'accaparer du pouvoir, non pas pour sauver le pays, non pas pour sauver la démocratie, non pas pour la paix civile et la prospérité du pays, mais uniquement parce qu'ils pensent, ils le pensent toujours, ils pensaient, ils le pensent toujours, qu'ils sont les seuls légitimes à détenir. Et justement, quand Badreddine Guerfa nous dit c'est le même coup d'État qui s'est produit tant de fois, et il a donné l'exemple de le coup d'État de 92, mais il a donné aussi l'exemple du coup d'État contre le Hirak, contre la même junte, les mêmes chefs de l'armée, ont détourné le fleuve du Hirak pour nous imposer un président, une constitution, alors que le peuple algérien a massivement boycotté. Mais ils nous disent aujourd'hui, c'est l'Algérie nouvelle que vous avez choisie vous-même, c'est ce président que vous avez élu vous-même, et lui-même nous dit, dans les élections les plus transparentes et les plus honnêtes depuis l'indépendance, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas eu 10% de participation. Est-ce que nous pouvons considérer que c'est un coup d'État de la même nature que celui de 1992? Absolument, c'est-à-dire dans son fond, dans sa forme, il change. Celui de 92 ne ressemble pas à celui de 79 qui a fait venir Chadli, ne ressemble pas à celui de 65 qui a fait venir Boumedienne, mais dans le fond, c'est la même, je dirais, c'est le même esprit, c'est la même, je dirais, c'est la même volonté. Ils se sont aussi, c'est la même boîte noire, c'est la même matière grise, c'est le même cerveau qui a pensé le coup d'État de 92, qui a pensé aussi le coup d'État, si on peut l'appeler coup d'État. Inch'Allah, il ne l'est pas, c'est juste une tentative aussi de faire un coup d'État pour le Hirak. La preuve, je vais juste citer un exemple. Je regardais ça hier. Gneizia, qui est juste un exemple, hein, qui est une des têtes pensantes du coup d'État de 92. Donc, à l'époque, il était chef d'état-major, d'accord? Il a quitté en 93, il est parti ambassadeur en Suisse jusqu'en l'an 2000, et après son retour de Suisse, hein, il était aux côtés de Bouteflika comme délégué au ministre de la Défense chargé de la sécurité jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Hein, Gneizia. Khaled Nzar, nous avons vu comment la semaine dernière, il est revenu avec l'avion de la présidence. Et aussi, c'est un autre homme clé du coup d'État. Et Tawfiq, le général Tawfiq, qui revient, qu'on a remis en selle, semble-t-il. Voilà, sans parler du général Tawfiq. Donc, qu'on ne se voile pas la face, qu'on ne se méprenne pas, c'est le même système. En Algérie, nous avons un seul mal, le mal du système politique, de l'État, c'est cette armée qui se pense, et je dirais tout à l'heure quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été révélé, une enquête sur la légitimité des militaires. Donc ces militaires-là, qui ne veulent pas lâcher, ils ne voudront pas lâcher le pouvoir. Il faudra aujourd'hui réunir, il y en a, Dieu merci. Je dis alhamdoulilah. Ah, on a encore perdu Nordin Aoussat, les aléas du Skype. Alors, avant de revenir à Mohamed Ben Issa, et pour avoir une idée sur la versatilité des gens qui s'engouffrent en politique, nous allons vous montrer deux vidéos d'une même dame, Khalida Toumi ou Khalida Msaoudi, qui a été l'un des têtes de pont mises en avant pour justifier ce coup d'État. Vous savez, ça a été toute une stratégie à l'intérieur. C'était une campagne de désinformation absolument incroyable, mais aussi à l'étranger, où on a envoyé au charbon des amas intellectuels pour montrer l'Algérie sauvée par les sauveurs de la République, des griffes, des hordes barbares qui s'apprêtaient à déferler sur l'Europe, etc. Alors écoutons d'abord Madame Khalida Toumi. Ce n'était pas des élections, c'était une passation de pouvoir entre le fils, entre le FLN et le fils, une tendance majoritaire du FLN et le fils sous un habit qui s'appelait processus électoral. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas des élections. Alors cette dame qui est par la suite devenue ministre et qui est en ce moment en prison,
pour des prédations économiques. Regardez ce qu'elle nous... C'est la même, hein, c'est la même personne. Et qui était une fougueuse opposante à tout ce qui était religion, tout ce qui avait une quelconque appartenance à la religion d'une façon générale. Alors écoutez-la bien au moment où elle faisait la campagne électorale de Bouteflika. Écoutez-la. والنساء على بالهم باللي بوتفليقه كما كانت الغنيه تقول الجيريان وفحل ما يقبلش الدل. اذا الجزائريات على بالهم الجزائريات حرار ما يقبلوش العار ويواصلوا المشوار حتى الانتصار تاع الجزائر وتاع فخامه الرئيس بوتفليقه. اقول للمراه الجزائريه ان التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. بطبيعة الحال أنا خالدة تومي اخترت المرشح ديالي هو بوتفليقة. إذا علاش؟ لأنه كما قلت Mohamed Ben Aïssa. Je ne me pose même pas de questions. C'est vraiment... ça fait rire de voir ça, mais en même temps, c'est décevant, en fait, parce que des énergumènes, en fait, des figures comme ça, des gens comme ça ont pu faire la politique en Algérie, c'est encore dommage. Parce que quand on voit ça, on dit que l'Algérie n'a pas d'hommes, n'a pas de femmes politiques dignes, compétentes, qui peuvent incarner... la volonté populaire ou le souhait populaire, alors qu'on en a des milliers. Dieu sait qu'ils sont partout, qu'ils sont poussés à l'exil. Mais ils n'avaient pas droit au chapitre. Alors que Khalida Toumi et ceux qui étaient de son camp, ils avaient ondes ouvertes dans toutes les télés, les radios, les télévisions, y compris françaises, où ils étaient omniprésents, ces gens qui tenaient ce genre de discours. Et on a entendu comment la tournée kazakh... quand le moment est venu de tourner kazakh. En fait, ce qu'on a vu là tout de suite et ce qu'on a vu juste avant avec l'intervention de défunt Allah yarhamou Aït Ahmed, c'est la thèse et l'antithèse. Oui. La thèse d'Aït Ahmed, c'est la thèse de l'Algérie qui accepte l'autre, même qui est différent. Oui. Aït Ahmed n'est pas du tout d'accord avec l'idéologie du fils, on le sait. Absolument. Mais il était courageux en fait. C'est rare actuellement de trouver, on a quelques figures aujourd'hui, mais il a pu être fidèle à ses principes démocratiques. Oui, le fils, t'as gagné, vas-y, fais ce que tu dois faire, mais moi je suis là, je vais te surveiller. Madame Khalida Toumi, elle est issue d'une famille politique qui a pacté avec le système. Elle a tout fait pour faire un relais politique de ce système. Ces gens-là, ce qu'on appelle, c'est des mercenaires politiques de la caste et des voyous. Donc c'est même pourtant, ils passaient et pas se leur faisaient donner la eux-mêmes casquette appeler politique. La famille qui avance. Oui. La famille qui avance. Oui, en fait, elle a tout utilisé. Elle a utilisé, là, on vient de voir qu'elle a essayé d'utiliser la religion, alors qu'on sait très bien qu'elle n'a rien à voir avec la religion. Et elle utilise aussi la femme, le rôle ou la casquette de la femme algérienne, alors qu'elle sait très bien qu'elle n'incarne pas la femme algérienne, avec ce qu'elle, tout le monde sait, un petit peu, on connaît un petit peu sa trajectoire. Elle incarne quand même une certaine partie des femmes. Quand même. Oui, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a beaucoup de femmes algériennes pas la majorité, qui, sans avoir ces ancrages politiques, sont modernes, modernes selon leur conception du modernisme. Elles s'habillent comme elles sortent. Je crois qu'il on ne juge pas là-dessus. Nous, je pense que notre génération a dépassé ce genre de réflexe. Personne ne va imposer à la femme algérienne de s'habiller de telle manière ou de faire... Absolument. Ça, je pense qu'on l'a dépassé. Notre génération n'en parle plus. La femme algérienne, elle est libre autant que l'homme et égale autant que l'homme et elle doit avancer dans son cheminement de la même manière que l'homme. Mais en fait, elle incarne pas la femme algérienne. La femme algérienne, pendant la Révolution, elle était aux côtés des justes. Elle était aux côtés elle donnait l'or, il coupait leurs cheveux. C'est ça la femme algérienne. Ouais. Soumer et Kahina et on va jusqu'à la révolution algérienne. Je ne me rappelle pas des noms, mais la femme algérienne était aux honneurs. Elle était vraiment, elle incarnait l'espoir du peuple. Alors que celle-ci, elle était à un moment crucial où Bouteflika, on sait très bien, Bouteflika, c'était l'homme des généraux pour un petit peu maquiller
tout ce qu'ils ont fait, ces généraux, Bouteflika a pacté avant de venir. Bouteflika n'était pas en Algérie à cette époque-là, n'a pas participé, n'a pas versé. Tout le monde sait que Bouteflika était un voyou, il a volé l'argent du peuple algérien, il a été radié du FLN. Bouteflika, ce n'est pas l'homme providence que l'Algérie attendait à cette époque-là, mais elle a pacté, elle a préféré pacter avec Bouteflika. Et quand on dit Bouteflika, derrière lui, on sait très bien que Bouteflika est venu, il a donné un gage aux généraux sanguinaires que vous allez être jamais inquiétés. Absolument. Quand on pacte avec pour passer au deuxième mandat. Voilà, voilà. Quand on pacte avec Bouteflika, quand on pacte avec... Donc on s'assoit sur tout, sur notre dignité, sur le sang des Algériens. L'histoire algérienne ne va jamais oublier le 11 janvier 92. On ne pourra jamais l'oublier comme on ne pourra jamais... Pourtant, il est encore très méconnu, puisque c'est devenu quasiment haram d'en parler. Pour les démocrates, c'est comme si vous faisiez de la propagande aux islamistes. Pour d'autres gens qui n'ont pas connu ces événements, il faut arrêter de rabâcher, on en a parlé, jusqu'à quand... Alors que les événements en eux-mêmes ne sont pas connus. Rien n'a encore été vraiment dit, puisqu'ils refusent toute enquête, toute possibilité d'investigation serait-elle universitaire sur la question. En fait, il y a toute une manœuvre qui a commencé. En fait, quand ils ont déroulé leur plan, ils ont prévu en fait plusieurs autres choses. Le fait de fermer toutes les vannes, fermer toutes les sources d'information et faire ce qu'on entend même pour le 11 septembre, d'autres choses, une seule version officielle. Tu sors un petit peu de cette version, tu fais du révisionnisme. Donc un petit peu ça. Ils essaient un petit peu de faire ça en Algérie, alors qu'il y a une histoire officielle qui reste très marginale, mais il y a toute une histoire populaire qui diffuse un petit peu partout chez les jeunes. Moi, j'ai rencontré dans le Hirak des jeunes qui ont 25 ans, qui n'ont pas vécu moi aussi, je n'ai pas vécu. Moi, je fais partie des générations qui n'ont pas vécu cette tragédie. Mais je n'ai jamais été attiré par cette version, parce qu'à un certain moment, on a une faculté de jugement, on apprend, on lit, et c'est fini maintenant. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait en fait que l'Yatima qui diffusait des informations. On est dans un monde où ces généraux, où ces dictateurs ne peuvent jamais et plus jamais aliéner le peuple. C'est fini pour eux. Donc je pense que ce système, comme il a dit Nordin Aoussat, il est en train de reproduire la même chose avec le Hirak, mais Inch'Allah, il ne va pas réussir. Mais le peuple n'est plus le même. Une chose est sûre, que le peuple actuellement n'est plus le peuple des années 90, et la preuve, jusqu'à maintenant, le Hirak qui dure, la volonté d'un changement radical continue, et la cible du peuple, elle est connue. On ne parle plus de Tebboune, si vous suivez très bien, on ne parle plus des ministres, on ne parle plus du gouvernement, on parle des militaires. Actuellement, Dawla Madaniya, Meshi Askariya, c'est le slogan phare. C'est le cœur nodal de la problématique. On a tout fait pour essayer de changer ce slogan, mais on ne peut pas le détrôner. Alors, juste pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des combattantes de l'Algérie, je rappellerai juste 3 noms de femmes qui se sont battues pour ce pays que j'apprécie particulièrement. Hassiba Ben Bouali et les 2 Jamilettes. Voilà. Jamila Bouhired et Jamila Boupacha, que les Algériens ne connaissent pas. Jamila Boupacha, dont Picasso avait fait le portrait et qui avait défrayé la chronique mondiale à l'époque. Et c'est une femme que je connais personnellement, qui est très discrète, qui ne veut pas s'exposer. Et Jamila Bouhired aussi, elle est merveilleuse, elle est formidable. C'est une femme qui est belle, qui est restée belle et qui restera toujours belle. Alors, Badr el-Din Guerfa, j'espère que ça ne va pas encore être coupé. Internet, le Jazair, je crois que le requin est en train de rôder. Badr el-Din Guerfa. Badr el-Din Guerfa. Badr el-Din Guerfa, je crois qu'il est avec nous, mais il ne nous entend pas. On va aller à Nordin Aoussat. Nordin Aoussat. Alors, pardon. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils abordent ce problème ou qu'ils en entendent parler, réagissent un peu comme on les a conditionnés. Il faut rappeler qu'il y a eu une propagande à peine imaginable ces années-là, au point où même les gens qui demandaient, à juste titre, qui tue qui,
Je crois que c'est la question la plus légitime qui puisse se poser. Parce que c'était à ce moment-là un tel cafouillage et puis certains témoignages commençaient à sortir. Alors même les gens qui disaient qui tue qui, ils étaient montrés du doigt, ils étaient appelés les kitukistes. Hein, ils étaient ravalés dans l'égout pour avoir osé poser cette question. C'était une propagande en marche. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens se sont mis à réfléchir d'une façon binaire, manichéenne. D'un côté, les sauveurs de la République, et d'un autre côté, les islamistes qui étaient automatiquement calibrés comme étant des terroristes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette curieuse perception qui perdure beaucoup jusqu'à aujourd'hui au sein de l'opinion publique algérienne qui a été « on ne peut pas plus travailler au corps ». C'est un peu la réponse à la question de tout à l'heure, parce qu'en fait, il se trouve que nous avons toujours les mêmes marionnettistes, nous avons toujours les mêmes manipulateurs, nous avons toujours le même feed. Hein, tu es journaliste, c'est Jamaldine. Oui. Hein, le feed, c'est un peu la matière grise avec laquelle travaillent les journalistes. C'est la matière première. Donc la matière première, sans compter la corruption financière, bien sûr, pécuniaire, et la corruption morale. Donc tout ça, tous ces ingrédients, ils sont encore. Tu fais bien de poser cette question, Jamaldine. J'ai entre les mains deux tracts qui datent de l'année 93, ainsi qui a été rédigé par moi-même au nom des universitaires algériens en France le 11 janvier 92, et un de l'amicale des Algériens en Europe, un des amicales algériens en Europe. Tu verras que nous, on dit qu'il y avait un immense espoir, était celui de sauver l'Algérie, de passer sans heurts et sans violence de l'ère du parti unique et de l'autoritarisme à l'ère de la liberté et de la démocratie. Et le tract de l'amicale des Algériens en Europe nous dit pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie traverse une crise d'une extrême gravité qui risque, si elle devait se prolonger, de provoquer une fracture irréductible. C'est carrément, je dirais, l'opposé l'un à l'autre. Et nous avons malheureusement aujourd'hui encore cette vision. C'est pour ça que je disais que j'ai entre les mains donc quelques ouvrages. Hicham Aboud, je ne pense pas que ce soit un islamiste. Ça ne veut pas dire que son livre est à 100% à prendre comme argent comptant, mais c'est un témoignage de l'intérieur d'un capitaine, d'un journaliste qui connaît bien la situation. Il nous dit des choses, il nous parle à l'époque, hein, à savoir, voici raconté de l'intérieur comment le cabinet noir, par le crime, la corruption, puis la terreur, a assis son pouvoir sans partage sur les institutions, l'économie, les hommes, tout en manipulant jusqu'à ses ennemis supposés. Donc ce que nous savons aujourd'hui, ces généraux milliardaires, dont une partie sont en prison, d'autres sont en fuite, d'autres ne sont pas encore, même pas jugés ou inquiétés, c'était déjà dans les années 90 que ça se fabriquait, que ça se faisait. Un autre livre de, comment il s'appelle, Mohamed Lakhdar, Kamal Lakhdar Chaouch, Algérie, procès d'un système militaire. Il dit la même chose. L'IS, l'Alibi, l'Algérie des généraux, il dit la même chose. Et le dernier travail en date, c'est celui-ci, dernier livre paru sur ce sujet, Algérie, décennie 2010-2020, aux origines du mouvement populaire du 22 février 2019. Il y a à l'intérieur un article qui nous montre qu'il faudra analyser, que les Algériens comprennent, et ils comprendront beaucoup d'événements, à savoir que pour l'armée algérienne, l'ANP, ils pensent que l'indépendance de l'Algérie, c'est grâce à eux, et uniquement à eux. Le GPRA n'a pas existé, la résistance et le soutien populaire n'a pas existé, la Fédération de France qui fournissait l'argent n'a pas existé, il n'y a que l'armée des frontières qui nous a
Et grâce à elle, et uniquement à elle, qu'on a l'indépendance. Alors, je me permets, Nordina Oussad, de rajouter au livre que vous avez cité, je vous en remercie, le travail de Habib Souaidia, La sale guerre. C'était un militaire qui avait déserté, qui avait fui le pays, il était lieutenant à l'époque. Et il y a un autre livre magistral, qui va très loin dans cette question, qui est issu d'un lieutenant-colonel du DRS, Monsieur Mohamed Samraoui, chronique des années de sang. Et je rappelle que tout a été fait pour étouffer ces ouvrages en Europe même, pour ne pas leur assurer la diffusion qu'ils auraient méritée pour éclairer les opinions publiques occidentales. Je rappelle aussi, pour être juste, un site internet, une plateforme en fait d'information, d'archives de tout genre, de témoignages. C'est incroyable. J'y ai moi-même participé, j'ai eu cet honneur. Je cite Algeria Watch, que je vous invite, j'invite tous mes amis, tous ceux qui nous suivent, à aller sur Algeria Watch, qui dispose d'archives, de témoignages absolument incroyables et un travail absolument phénoménal. Voilà. Alors, Badreddine Guerva, que nous avons retrouvé par téléphone malheureusement et non plus par Skype. Badreddine Guerva, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, au téléphone. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un peu qui étaient ces internés du Sud, dont je rappelle que beaucoup sont morts dans ces camps de concentration, et dont on dit aujourd'hui que M. Boudiaf avait été piégé. On lui avait dit que c'était des terroristes qu'il fallait absolument neutraliser avant qu'ils ne fassent exploser l'Algérie. Et M. Boudiaf a signé, malheureusement, c'est l'ouverture de ces camps de concentration au sud, dont l'un se trouvait dans une zone où il y avait eu des essais nucléaires français. Badreddine Guerva. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien, on vous entend. D'accord. D'abord, je voudrais faire une petite remarque. Monsieur les générations bien très beau. Finalement, ce qui s'est passé en 92, avant de parler de Boudiaf, comme le répètent certains, peut-être sur Ouest ou sur d'autres médias, il n'y avait pas un souci, j'espère que nous allons pouvoir retrouver Nordina Oussad parce que, Badreddine Guerva, parce que nous avons vraiment besoin qu'il vienne s'exprimer. Ce serait dommage de ne pas l'avoir. Je reviens à Mohamed Ben Aissa sur ces internés du Sud. À l'époque, je me rappelle moi très très bien, en Algérie, on nous disait que le président Boudiaf, en lequel les Algériens avaient une grande confiance, je crois que c'est lui qui a un peu fait pencher la balance malheureusement du côté des putschistes. Lui, on dit que de bonne foi, il pensait réellement qu'en signant ce décret de création des camps de concentration, ils n'ont jamais dit camps de concentration, hein, ils disaient des camps, je ne sais pas quoi. Il pensait vouloir sauver l'Algérie. En fait, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, qu'on a ramassé ces gens un peu n'importe comment. La plupart étaient des militants du FIS, pacifiques, à qui on ne reprochait rien. Et beaucoup d'entre eux sont morts dans des conditions réellement très difficiles. Et jusqu'à aujourd'hui, leur cas continue d'être enterré, d'être étouffé. Et les gens qui portaient cette cause, qui essayaient de la porter sur la place publique, ont toujours été étouffés, empêchés de s'exprimer. C'est vraiment encore un volet malheureux en fait et qui parle en fait, qui évoque le désastre de ce coup d'État. Toutes ces familles, ils sont des milliers de femmes algériennes, de mamans algériennes et de familles algériennes qui ont perdu un fils à cette époque-là. Donc tous ces jeunes qui ont été kidnappés de chez eux et ce qu'on appelle maintenant le dossier des disparus, jusqu'à maintenant aucune lumière. On va y arriver. Aucune lumière a été faite sur ces gens-là. Parlons de Boudiaf. On va dire le pauvre Boudiaf, maintenant le défunt, a été ramené vraiment en urgence de son exil pour soi-disant
sauver ou faire une genre de facette politique à ces généraux, mais ils le connaissaient. Donc je ne sais pas, est-ce qu'encore il y avait des études historiques pour savoir comment ça se fait que Boudiaf a accepté alors qu'il connaissait ces gens-là et qu'il savait qu'il a été trompé par son ami, M. Haroun. Voilà, qu'il allait venir. Oui, M. Haroun, on sait très bien, voilà, donc on sait très bien la proximité que Haroun a avec ces gens viristes. Donc, qui venait à cette époque-là à sa mort avec ses pieds, en fait, et on sait très bien ce qu'il a fait de 92. Il est venu en quelques mois, il a commencé à ouvrir des dossiers, et un des dossiers importants qu'il a ouvert était la corruption des généraux. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Donc, on se dit, c'est vraiment, c'est un malheur qu'on a perdu un homme comme Boudiaf. Après, le dossier des disparus, jusqu'à maintenant... Des internés d'abord. Les internés, oui, les internés, oui, les internés. Les internés, les disparus, c'est un autre dossier qu'on va discuter. Oui, les internés, on n'a jusqu'à maintenant aucune information. On ne dispose d'aucune information. On ne sait même pas combien de gens sont morts. Non. On ne sait pas le vrai chiffre. Non. On ne sait pas combien ont été irradiés, parce que, paraît-il, il y a des gens qui se plaignent d'avoir été irradiés. On ne sait pas qui a gardé une maladie chronique, on ne sait pas, on ne sait presque rien. On sait que c'est juste une vengeance, une cruauté qu'on ne pouvait pas imaginer que, il faut le rappeler, peut-être que la France coloniale n'osait pas faire, pendant 130 ans, elle n'osait pas faire ce qu'ils ont fait ces gens viristes avec leur propre peuple, avec leur propre nation. C'est pour ça qu'on doit transmettre ça à la nouvelle génération. C'est pas juste un simple coup d'État et allez, on passe à autre chose. Non, non, c'est une vraie tragédie humaine. Les disparus, les internés, les tués, les milliers et milliers de familles qui vivent jusqu'à maintenant avec des séquelles. Jusqu'à maintenant, les déplacés. Oui. Il y a eu 1 million de personnes déplacées qui sont retrouvées dans des villes qu'ils ne connaissaient pas, qui ont dû quitter leur maison pour s'installer dans des conditions très précaires, des femmes qui sont retrouvées toutes seules à se débrouiller comme elles pouvaient, des centaines de milliers, 1 million de déplacés. Poussés à l'exil, comme beaucoup ont été poussés à l'exil alors qu'ils n'ont jamais choisi d'aller vivre au Canada, en Angleterre, en France. Absolument. Ils se sont trouvés en Angleterre et morts et enterrés alors qu'ils ont tout fait pour leur pays. Donc c'est vraiment un désastre humain que ces gens-là, que Nazar, que Touati, que Medien Tofir, que tous ces criminels doivent répondre devant une justice civile et pas une justice militaire aux ordres des militaires. Donc j'espère qu'ils ne quitteront pas ce monde-là avant qu'ils soient jugés, ces gens-là. C'est un souhait du fond du cœur et que tout le peuple, je pense, algérien, en fait, a cette volonté et on ne peut pas, parce qu'on ne peut jamais, comme ils disent en Afrique du Sud, il n'y a jamais de justice. Il n'y a jamais de paix sans justice. Il n'y aura jamais de paix en Algérie sans justice. Alors, Badr Denguerva est avec nous. J'espère que cette fois-ci, on va vous garder. On va pouvoir vous garder. Badr Denguerva. Oui, je suis avec vous. Ah, bah, génial. Alors, Badr Denguerva, est-ce que vous souhaitez continuer à parler des internés ou souhaitez-vous une autre question? Je ne sais pas où je suis arrivé quand je suis intervenu, ça a été coupé. Oui. Je ne sais pas où je suis arrivé. Bon, moi, je résume, je dis qu'en 92, il y avait beaucoup d'antagonistes. Il n'y avait pas que les militaires putschistes, il n'y avait pas que la volonté populaire de l'autre côté, il y avait aussi tous ces la majorité, les journaux, nous souvenons-nous, toute la presse a été embrigadée. Il y avait le CNSA, le salaire de l'Algérie, qui Ben Hamoud, le secrétaire général de l'UGTA, il y avait les médias lourds, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait tous il y avait des islamistes aussi. N'oublions pas que Hamas, à l'époque, à sa tête, il faisait aussi de la diplomatie parallèle qui m'a Khalid Atoumi aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, beaucoup d'une clientèle d'idéologies différentes. Donc, son problème, ce n'était pas l'islamisme, ce n'était pas le fils. Son problème, c'était la souveraineté populaire. Donc,
Maintenant, les camps du Sud, أنا جيت من الناس اللي داروا 2 ans في les camps du Sud. لعبوا لعبة حطوها باش ministère de l'Intérieur, mais finalement كنا نمشيو من كازرنة لكازرنة, c'était les militaires qui nous gardaient. داروا فينا واش داروا. On en a profité pour créer des universités, قرينا, تكوننا في أشياء كثيرة. والحمد لله رب العالمين, on est toujours là. Badreddine Kerfa, comment on vous a arrêté, vous, avant de vous emmener dans un camp du Sud, dans un camp de concentration? Moi, je me souviens, c'était comme aujourd'hui à la Koléhal. Nous étions en réunion pour préparer le deuxième tour. On a eu le fameux communiqué, les cantagraphies, le journaliste à l'époque. Mes amis, on a des téléphones, quelques mètres de chose. Moi, je me suis dit, bon, moi, j'avais ma femme qui était enceinte. Non, je dois sortir, puis on verra. Il y avait personne parce que le communiqué كان واعر بزاف, الناس كانت في بيوتها, حكموني في التاريخ, قال لي بهذه الكلمه, قال لي القينا عليك القبض يا سي بدر الدين قرفه. Pourquoi? قال لي non, juste 2 minutes. 2 minutes داروا 2 années complètes. Alhamdulillah. Oui, comment vous êtes, quel camp du Sud vous étiez? Bon, d'abord, ils ont fait Del'an. Puis ils nous ont mis dans le commissariat. On a vu qu'il y avait les 404 et les 504 breaks familiales. Donc, on s'est retrouvés à Ben Mehidi, à 30 km, dans un commissariat. On a vers tard dans des casernes. Depuis une caserne, c'était les militaires. Plus on avançait, une ville, en plus on trouvait des amis qu'on connaissait, des militants. Et puis après 2-3 jours, on nous a embarqués dans des camions, enchaînés. Il faisait froid parce que c'était février. Enchaînés, on ne savait pas où on allait. C'était une torture. On s'est retrouvés dans une caserne à Ain Mlila. On a trouvé des gens de l'Est algérien. Et puis après, nos familles ne savaient absolument rien. Il n'y avait ni téléphone mobile, ni rien du tout. Ils ont amené à la caserne d'Ain Mlila dans des bus. Et là, il y avait la solidarité populaire, alhamdoulilah, يعني التضامن الشعبي. كتبنا احنا des numéros de téléphone fixe, des adresses, ونرميهم للشعب في التاريخ pour qu'ils communiquent مع famille. Après, من عين مليلة, on s'est retrouvés dans les zones Tonov militaires, c'est toujours les militaires, هزونا في السماء, واحد يقول لك عيطيونا لإسرائيل, واحد يقول لك عيطيونا في البحر. On s'est retrouvés à Ouargla, bon, ضربت فيها عام في Ouargla. Et puis après une année, درنا une grève générale, يعني باسيفيك. ومن بعدين دخلوا علينا كاغولي, داروا لنا نهار يعيطونا يا اعداء الوطن يا اعداء الدين, les ennemis du pays, les ennemis de la religion. داروا فينا واش داروا على كل شيء. وكاين une bonne partie داوها les tribunaux militaires, كان يحكموا عليهم 12 ans, كان يحكموا عليهم بالبات. Et puis d'autres, انا شخصيا داوني العين بقل. J'ai retrouvé des gens dans un état misérable, la même chose que nous. Après 2 années, on a continué à la notre militantisme, mais on est toujours là. Alhamdoulilah. اليوم الشعب, qu'est-ce qu'il revendique? Il revendique la liberté, il revendique l'istiqlal, l'indépendance. Et donc il revendique l'autodétermination. عرف شكون الخطر على البلاد هذه. Toutes اللعبات اللي يلعبوها من 92, الفيش, يقتل النساء, يقتل الدراري, اتسيتيرا اتسيتيرا, بن طلحه, بن منسوس, اتسيتيرا اتسيتيرا. الشعب الان فهم واش راهو يقول انتم هم المجرمين, انتم هم ديجاجي, انتم هم اللي حاكمين, يا دي جينو اللي حاكمين le pouvoir. Donc, c'est clair pour la jeunesse d'aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'ai l'impression que cette génération que je salue, elle se réapproprie l'histoire nationale, l'histoire de 90, elle a tout compris et rien ne pourra arrêter. كما كان يقول l'invité ديالك, je n'ai plus ni Tebboune, ni Gaïd Salah, ni Chenkliha. C'est vraiment هذا le pouvoir dégagé. الشعب قال أنا حقي أنني أختار قبل أن أختار من يحكمني, أختار كيف أحكم. يعني je dois choisir النظام السياسي. Et pour ça, الشعب, encore une fois, في الحراك, il a eu
l'intelligence collective باين دوموندي المرحله الانتقاليه باسكو فينالمون سي جمال الدين en 88 كانت مرحله انتقاليه jusqu'à 92 مي مالوروزمون المرحله الانتقاليه كانوا يقودوا فيها هم دي المومون في le 26 décembre 91 لما la volonté populaire s'est exprimée وقالت لهم dégagez ils ont fait leur coup d'état. C'est pour ça que الشعب اليوم j'ai l'impression راهو مصمم على ان المرحله الانتقاليه تكون حقيقيه pour arriver à un changement radical, bien sûr. Et restez avec nous, Nordina, Badreddine Guerfa, Nordina Aoussat. Aujourd'hui, sur le sujet de la violence, parce que l'interruption du processus démocratique ou le coup d'État a provoqué une violence sans nom. Alors, il y a deux visions de la chose. Certains, dont moi-même, pensent que le régime a créé cette violence, il a créé des groupes terroristes, il a infiltré les vrais groupes islamistes qui étaient montés pour la plupart pour se défendre, pour éviter d'être assassinés. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que non, que ce sont les islamistes qui étaient des terroristes, qui tuaient les journalistes, qui tuaient les intellectuels. Entre-temps, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui sont venus de la citadelle même, y compris des officiers, notamment le fameux mouvement algérien des officiers libres, qui nous ont appris beaucoup de choses. Mais sinon, comment aujourd'hui pourrait-on amener cette question sur la place publique à un moment où la Charte nationale pour la réconciliation de Bouteflika interdit formellement de déterrer cette tragédie, et que de l'autre côté, des islamistes du FIS sont en train de revendiquer une dynamique vérité et justice, quitte à se présenter devant des juges dont ils exigent qu'ils soient intègres et objectifs. Je suis même convaincu qu'il n'y a que l'ère de la démocratie, que sous un État démocratiquement élu de l'Algérie de demain, Inch'Allah, le plus tôt, Inch'Allah, sera à même d'ouvrir ce dossier et, je dirais, de façon objective, traiter chacun des cas de manière, je dirais, juste, selon les normes, je dirais, internationales. Mais sinon, bien entendu, on ne pourra pas faire l'impasse sur cela. Si l'Algérie d'aujourd'hui, d'hier, de ces 3, 4, 5 dernières décennies, a été minée de l'intérieur, des suspicions, des haines, des hostilités, de village à village, de famille à famille, de arche à arche, c'était parce qu'on n'avait pas réglé le problème des harkis, le problème de la guerre de libération. Et nous voilà aujourd'hui avec un autre problème de la décennie noire et de tous ces conflits qui n'ont pas été réglés, qui sont sournois, qui sont d'une violence, mais elle est étouffée, mais elle est là. Donc il faudra demain, Inch'Allah, je ne pense pas qu'aujourd'hui ça sera possible, mais nous avons des témoignages. Tu as cité tout à l'heure 2 références essentielles, le sous-lieutenant Habib Souaidia et le lieutenant-colonel Mohamed Samraoui, dont les livres sont explicitement, je dirais, remplis d'exemples sur cela. On ne peut pas faire l'impasse sur cela. Nous avons tous été touchés, nous sommes encore touchés, nous le sentons autour de nous. Il faudra un gouvernement issu des urnes, issu de la volonté populaire qui va réaliser des tribunaux pour cela. L'Afrique du Sud l'a fait, la Tunisie l'a fait un peu aussi, le Maroc l'avait fait un peu, d'autres pays l'avaient fait. L'Algérie ne connaîtra la sérénité, la tranquillité qu'une fois que ces dossiers-là sont ouverts. Et c'est pour cette raison que je dis que nous avons, pour ceux qui veulent voir la vérité, nous avons des témoignages des gens qui ne sont pas du tout soupçonnables ou soupçonnés d'être des islamistes,
qui nous donnent, qui nous fournissent des témoignages, sans compter les autres, les autres capitaines qui sont en Angleterre et qui ont aussi des témoignages et qui ont fourni des témoignages. Donc, espérons que l'avènement de cette Algérie de demain démocratique sera le plus tôt, adviendra le plus tôt possible. Et à ce moment-là, Inch'Allah, on ouvrira les Nourdin Naoussat, il y a un autre sujet ô combien douloureux, celui des disparus. Et là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, parce qu'on imagine mal des terroristes islamistes rentrés au centre d'Alger avec des 4x4 de police, plusieurs voitures armées, masquées, encercler le quartier, monter dans l'appartement du concerné, l'enlever, l'arracher des bras des siens et l'emmener, et on n'entendra plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre admis aujourd'hui, certains parlent de 35 000, mais le chiffre admis aujourd'hui, à peu près selon des gens qui ont fait des statistiques très sérieuses, je veux citer à cet effet le docteur Sidham, beaucoup de gens parlent d'une vingtaine de milliers. Je suis désolé de dire une vingtaine de milliers quand il s'agit d'êtres humains. Une vingtaine de milliers à peu près qui ont disparu, qui ont été enlevés, où il y a une foule immense de témoignages, d'identification des kidnappeurs. Beaucoup de gens ont été identifiés, il y a des plaques minéralogiques qui ont été photographiées, il y a énormément de preuves que ce sont les services qui enlevaient des gens et qui les... Il y a aussi, à côté de cette affaire des terroristes, ce qu'on appelle l'exploitation. Parce que M. Mohamed Al-Ammari, le général Mohamed Al-Ammari, alors, il avait, pour ne pas dire un euphémisme, pour ne pas dire torture, il disait exploitation. Il disait même, il ne faut pas périmer les terroristes avant de les exploiter. Ça veut dire qu'il ne fallait pas les tuer, péremption, avant de les exploiter, l'exploitation. Et c'est devenu un mot hyper présent dans tous les commissariats, dans tous les locaux des patriotes, des GLD, dans tous les locaux du DRS, dans tous les locaux des brigades de gendarmerie, de la gendarmerie. C'était torture H24. Il y a des centaines de milliers de témoignages, des centaines de milliers, même si certains n'ont pas été rendus publics. Et donc, les disparus et les torturés, et rien, aucune lumière n'a été réellement faite, rien n'a été entrepris pour les disparus, ne serait-ce que de dire aux parents, oui, votre enfant a été tué, il repose dans tel endroit. Même pas ça. C'est juste qu'on leur a offert de l'argent, ils ne l'ont pas tous accepté d'ailleurs, pour qu'ils signent une reconnaissance comme quoi leur enfant ou leur mari ou leur frère est décédé, et en échange, ils leur donnaient de l'argent et un acte de décès. Nourdin Naoussat. Effectivement, un autre dossier douloureux, tu l'as bien dit, c'est Jamaldine, et je partage tout à fait avec toi la désolation quand tu disais 20 000, je suis désolé de le dire comme cela. Regarde, c'est Jamaldine, c'est un brouillon manuscrit que j'avais rédigé en 93, dans lequel, voilà ce que je disais. Dois-je encore continuer à souligner mon indignation face à l'arrogance, l'insouciance, l'indifférence et le mépris notoirement affichés envers le cas de ces familles, des personnes qu'on ne cite même pas le nombre exact d'arrêtés, quand je parle des internés des camps de concentration du Sahara. Boudiaf, quand il passe dans l'émission de la marche du siècle du 19 mars 92, et il parle à peu près 9000 détenus maximum. On n'ose même pas, un chef d'État n'ose même pas dire le nombre exact de ces détenus. Aujourd'hui, on n'ose même pas, on ne le sait même pas quel est le nombre de ces personnes arrêtées. C'est toujours la même culture, c'est toujours la même, je dirais, rhétorique, c'est la même mentalité de ces arrogants militaires
méprisant pour la vie humaine, méprisant pour la dignité. Donc ce dossier-là, ça sera un autre dossier qui sera ouvert, Inch'Allah. Et restez avec nous, Nordin Aoussat. Je m'excuse de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je retourne d'abord à Badreddine Guerfa avant de donner la parole à Mohamed Ben Issa. Badreddine Guerfa, le dossier des disparus qui est pendant, c'est comme si ce n'étaient pas des êtres humains qui ont été arrachés au leur, qui ont été pour la plupart, disons-le maintenant, parce que les parents gardent l'espoir. Je connais beaucoup de parents de disparus qui ont gardé jusqu'à la dernière minute l'espoir que leur enfant revienne et qui sont morts sans avoir su ce qui s'était passé. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'ils sont tous morts. J'espère que je me trompe. Mais ce dossier, personne n'en parle, ni celui des torturés, des gens qui ont été torturés. Oui, il y a les disparus. Bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, si Jamaldine, ainsi que Sibel Aïssa. Mais il n'y a pas que les disparus. Il n'y a pas que les torturés. Les torturés, c'était une menhagia. Il n'y a pas un commissariat, pas une brigade, il n'y a pas place à la DRS où الناس ما torturés. J'ai eu l'occasion de lire مرة واحدة où il y avait le mot exploitation exact هكذا الكلمة قريتها أنا mais pardon. Mais il y a un autre dossier aussi. Il y a les prisonniers politiques. Il y a أكثر من 160 سجين سياسي كان اللي حكموهم كان في عام 17 18 سنه في 92 وفوتوهم في ليكول سبيسيال وفوتوهم في المحاكم العسكريه وما زالت لاروغونس تاعهم تخليهم لحد الان راهم في السجون كلهم مرضى. Alors, Badreddine Guerfa, pardon de vous interrompre. Badreddine Guerfa nous dit qu'il y a 160 prisonniers. Je ne sais pas s'il y en a encore 160, parce que beaucoup parmi eux sont morts en prison, souvent dans des conditions très très difficiles. Je me rappelle qu'il y avait même le fils de Bouglez, un grand révolutionnaire qui ne s'entendait pas avec Nazar, qui a eu un cancer, qui a souffert énormément et qu'on a laissé quasiment, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, mais je rappelle que ces gens ont été jugés après avoir été torturés. Ils se sont tous présentés devant leur juge dans un état horrible. Certains s'étaient vus arracher des membres, des yeux. Et beaucoup ont été condamnés sous la torture, après la torture, où ils ont reconnu certains faits. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se trouvent en prison. Je vous laisse continuer, Badreddine Guerfa. Mieux que ça, يسمحوا لي les téléspectateurs هادشي اللي راح نقولوا كاين ميم يعني هادما لي تورتور كان اللي اغتصبوا لهم نسائهم ولا امهاتهم ولا بناتهم امام اعينهم. Alors, Badreddine Guerfa nous dit, je m'excuse de devoir reproduire exactement ce qu'il dit, c'est très choquant. Certains parmi eux ont vu leurs épouses, leurs filles ou leurs mères violées sous leurs yeux. Je vous laisse. Il y avait même, je vais encore choquer, il y avait même deux frères, de père et mère, واحد كبير وواحد صغير, ils les torturaient tellement, ils étaient, يسمحوا لي المشاهدين, ils étaient à poil, ومن بعد كانوا يدفعوا الصغير بور يقولوا لازم يسمعوا لي الكلمه يعني تمشي العمليه لواط مع اخيه الكبير. الحمد لله ثبت هذاك حتى الكبير حتى مات والاخر لا ادري الامور وراه. لا تورتور كانت حاجه منهجيه في كاع لي كوميساريا. سي بور سا جي في ان ابل او نون دو فيس pour une véritable réconciliation لازم الناس même اللي مشاو مع j'interpelle les journalistes du matin تاع لاجيل ريبوبليكان تاع الوطن تاع الخبر, j'interpelle les syndicalistes, j'interpelle Hamas, j'interpelle la direction القديمه تاع الRCD. Tous ces gens-là, je les interpelle qu'ils œuvrent comme nous pour un devoir de vérité, de mémoire et de justice. باش تكون بعدين عداله انتقاليه لا انتقاميه ولا انتقائيه. باش pour que ça ne se reproduise plus, باش ينتهي هاد لي جينيراسيون, هاد الشباب ينتهي نهائيا من الانقلابات ومن العمل خارج القانون ومن التعذيب ومن كل هذه الاشياء, باش نعطيو الفرصه
نعطيو الفرصه لهذا الشباب تاع اليوم اللي راهو قاعد يحرق في البوطي كما يقولوا له الشباب، نعطيوها الفرصه باش يعيش في ان ايطا دو دروا، باش يعيش حر في افكاره. ميرسي بدر الدين قرفة. باش يبني بلاده. Merci. Alors, Mohamed Ben Aissa, les disparus, les torturés, la torture instituée en règle systématique d'interrogatoire. Et elle n'avait pas pour effet d'obtenir des résultats, elle avait pour effet de terroriser. La torture était une méthode pour faire peur et s'arranger pour que tout le monde le sache, que celui qui rentre dans leurs locaux, même s'il en ressort vivant, il en sort marqué à jamais. Et c'était d'une bestialité, d'un sadisme incroyable. Moi, ce sont des gens qui m'ont raconté. Je ne peux pas oser dire ce qu'on leur a fait subir. Je ne peux pas. Personne ne pourra dire à la télévision ce que certaines personnes ont subi de torture. Je vous laisse vous exprimer. Non mais c'est choquant en fait, d'écouter encore ou de revivre, parce que moi en écoutant Badreddine Guerfa, donc j'étais un petit peu, j'ai imaginé la scène en fait, j'étais vraiment dedans et c'est vraiment choquant en fait. Après, ce qu'il disait quand il fait cet appel qui est sage en fait, d'aller voir les résidus de cette dichotomie du système, genre les laïcs contre les islamistes, comme on dit chez nous, hein. Hier ils ont mangé les islamistes, demain ils vont vous manger vous. En fait, la prochaine fois. Donc ces criminels n'ont ni règles, ni foi, ni loi. Le terrorisme que le système divulguait, disait que voilà, que c'est les islamistes qui étaient terroristes, c'est lui qui exerçait le terrorisme. Moi, j'ai des témoignages aussi dans une des régions algériennes à l'est aussi, que pas très loin de là où il habite Guerfa, dans Tarf, ces régions-là, qui rentraient dans des villages et dans des maisons et qui faisaient, pour pousser ces jeunes à monter dans les montagnes. En fait, les jeunes qui sont pris les montagnes, ils ne sont pas montés parce qu'ils voulaient vivre dans les montagnes. Ils ont vu des scènes comme ça. Donc le terrorisme était institutionnalisé. On ne peut pas maintenant passer à une autre ère, à une autre Algérie sans juger ces gens-là. J'espère qu'on pourra les juger parce qu'ils sont encore entre nos mains actuellement. Ce qu'on vit actuellement avec le retour de Tawfik et de Nazzar, c'est vraiment en fait, on est dans un monde imaginaire, on ne pouvait jamais imaginer que des gens comme ça... C'est comme si nous disaient, nous sommes encore là. Oui, voilà. C'est un peu comme ça. On pouvait pas, en fait, quand on voit Nazzar et Tawfik revenir, on peut dire que voilà, la France demain, elle peut aussi revenir et dire oui, bon, l'Algérie est française aussi. Parce que ces gens-là, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait subir au peuple algérien, ce sont tous des déserteurs en fait. Pas Tawfik. Pas Tawfik, mais je parlais de Nazzar, de ceux qui étaient aux commandes, pas Tawfik. Mais Tawfik, on voulait lui inventer une histoire de moujahid. Tawfik n'a pas tiré une balle, donc tout le monde sait que ce n'était pas un moujahid, qui n'était pas dans les maquis. Donc il ne faut pas inventer des histoires aux gens. Donc ces gens-là n'aiment pas le peuple, ces gens-là sont la continuité du colonisateur, ils sont dans le mépris. Pour pouvoir faire ça à son peuple, il faut être sans cœur, sans foi, sans loi. Donc ces gens-là, leur place, elle est dans la prison. Mais pourquoi Mohamed Ben Aissa, pourquoi y a-t-il cette, comment dire, ce sentiment diffus qui s'est répandu dans la société au point... Moi, je suis sûr, dans cette émission, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire « Ah, voilà encore ces gens qui sont en train de défendre les terroristes. » Oui. Pourquoi y a-t-il ce sentiment alors que les gens refusent d'aller au fond des choses? Pourquoi est-ce que tous les Algériens ne revendiqueraient-ils pas juste une dynamique, vérité et justice pour qu'on sache qui a tué, qui était derrière, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Et comme ça, quitte à se pardonner par la suite, mais qu'on sache ce qui s'est passé. Pourquoi le fait de demander à ce qu'on sache ce qui s'est réellement passé, on est traité de gens qui défendent les terroristes? Parce que ceux qui disent souvent ça, en fait, ce sont les relais politiques, médiatiques de ces généraux. Il n'y a que ça, en fait, et on ne peut pas avoir une autre explication. En fait, la tragédie, le coup d'État militaire, c'est accompagné par un blackout médiatique. Il faut rappeler que pendant cette décennie noire, les premières années, les années 80 jusqu'à 96, on a perdu en élite algérienne ce qu'on a pas perdu pendant la colonisation française. Mais beaucoup disent parmi eux qu'ils ont fui l'islamisme et non pas le régime.
Beaucoup le disent, moi je les rencontre. Non, on a tué des journalistes, hein. On fait fuir des journalistes, des médecins. Mais beaucoup disent que les journalistes ont été tués par les terroristes islamistes. Non, les islamistes ne pouvaient pas rentrer dans des villes d'Alger. Non, il ne faut pas. Non, c'est pas possible, ça ne tient pas la route, ça ne tiendrait pas la route. Il ne faut pas se mentir. Moi j'ai parlé à un ami de Saïd Maqbel, qui a été assassiné par les terroristes, on ne sait pas lesquels. Et lui-même, avant de mourir, il avait rédigé des billets où il disait clairement qui est en train de nous tuer, qui est le, j'ai oublié le titre, et qui est le tueur de l'ombre ou quelque chose comme ça. Et il a même confié à Monika Bergmann, une journaliste allemande, qui avait écrit ce livre, Une lettre à la mort, où elle faisait parler Saïd Maqbel, qui disait je crois que ceux qui nous tuent, je sais qui ils sont. Non mais tout le monde sait, je pense, le peuple algérien le sait très bien qui a tué à cette période. Donc quand on fait le lien, pourquoi on a tué les journalistes, pourquoi on a éradiqué les élites, c'est pour que cette lecture, ce réflexe, cette volonté d'aller chercher l'information, de se questionner, on va l'effacer complètement. Donc qui va chercher l'information? C'est ces intellectuels qu'on a liquidés en même temps que, soi-disant, les islamistes. En même temps que c'était bien de les liquider pour le régime parce qu'ils étaient populaires, ils étaient aimés. Oui. C'est comme Cheb Hasni, c'est comme tous les gens qui étaient aimés, estimés, ils étaient les cibles privilégiées du terrorisme pédagogique. Alors, avant de vous quitter, mes chers amis, je voulais vous dire une chose. Nous allons vous passer deux vidéos de deux généraux, celle de l'Arbi Belkhir qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Vous allez voir la façon avec laquelle il a annoncé les résultats. Puis vous écouterez monsieur le général Touati, dit le mokh du régime. Et sur ce, je vous souhaite de trouver la paix et surtout, de chercher la vérité où qu'elle se trouve. Qawala khair, slama, restez avec nous. L'armée algérienne a opté pour l'arrêt du processus électoral en suspendant le deuxième tour. Mais il faut bien reconnaître que ceci, ça a été ce qu'on appelle le Haut Conseil de sécurité qui l'a prononcé, où il y avait bien sûr le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement et d'autres personnalités qui ont décidé de l'arrêt du processus électoral. La Constitution de 1989 a donné naissance au pluralisme en Algérie.